La sensibilisation sur l'écologie dans le contexte professionnel, ça sert avant tout à adopter de bons comportements, à avoir des réflexes de sobriété, donner envie de protéger notre environnement. C'est le premier pas. Et parfois, certaines personnes vont ensuite beaucoup plus loin. Elles se questionnent sur leur carrière, sur le sens de leur travail, et elles choisissent de bifurquer, de se réorienter vers une activité professionnelle compatible avec le fait de prendre soin de notre planète. C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui avec un témoignage qui devrait vous inspirer. Et c'est aussi la conviction du partenaire du podcast sur cette saison, Énergique. La sensibilisation, c'est une façon de planter des graines, d'activer des prises de conscience individuelles qui sont essentielles pour transformer radicalement notre société. C'est pour ça qu'Énergique s'est donné la mission de donner l'envie et les moyens d'agir à un maximum de personnes à travers son challenge environnement. Je les remercie énormément d'avoir accompagné Écolo au boulot sur cette saison. Et si vous voulez faire un premier pas vers votre propre changement ou celui de vos collègues, vous pouvez tester le calculateur d'empreinte carbone d'Énergique ou visiter leur site internet energique.io. Vous retrouverez les liens dans les notes de cet épisode. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de transition professionnelle, quand on veut aligner sa carrière à des objectifs écologiques. Pour en parler, j'ai invité Emeric sur le podcast, parce que ça fait quelques années qu'il est passé par là et qu'il a carrément changé de secteur d'activité. Du journalisme, il est passé à la sobriété énergétique dans les bâtiments. Ça n'a rien à voir, c'est assez éloigné de sa formation initiale, mais vous allez voir qu'avec son parcours de transition et son expérience passée, c'est finalement un choix assez logique. À travers son partage, vous découvrirez une personne très engagée pour l'écologie, qui trouve des manières de démultiplier son impact. Je le questionne sur les différentes étapes de son parcours, entre bénévolat, formation et réseautage. Il vous livre les clés qui l'ont aidé à bifurquer au profit de la transition écologique. Au passage, j'en ai aussi profité pour lui demander quelques conseils pour économiser de l'énergie dans son bâtiment de travail. Bonne écoute! Bonjour Emeric et merci d'être au micro d'Écolo au boulot. Bonjour Cassandre. Alors, on va parler ensemble de ton parcours professionnel parce que tu travaillais dans le journalisme télé et tu as décidé de quitter ce secteur. Qu'est-ce qui a été un peu un... Je sais pas, est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Comment tu t'es dit que tu avais envie de changer de voie professionnelle? C'est vrai que c'est une réflexion au long cours. Entamer une transition professionnelle, finalement, c'est comme la transition écologique, la transition énergétique qu'on a face à nous. Au début, c'est vertigineux, ça peut être sinueux parfois, mais c'est plus facile si on a un cap qui est clairement établi. Et moi, c'est vrai que la boussole, ou en tout cas l'horizon que je visais, c'était d'avoir le sentiment d'avoir plus d'impact, trouver plus de sens dans ce que je faisais au quotidien. Alors moi, je travaillais dans une grande chaîne de télévision sur de l'actualité en continu. Voilà, j'étais déjà intéressé par l'écologie. Je m'efforçais de pouvoir pousser des sujets dessus, de pouvoir travailler en interne, proposer des reportages là-dessus. C'était compliqué parce que voilà, il y a toujours une actualité qui était prioritaire, qui était plus urgente, qui prend le dessus. Il y avait parfois un petit peu plus de temps le week-end pour des reportages plus longs là-dessus. Et puis après, il y a eu toute une série d'actualités, le mouvement des Gilets jaunes, et puis après, évidemment, la crise Covid en mars 2020. Donc tout ça fait que voilà, moi c'était frustrant, j'essayais de pousser en interne et je sentais qu'il n'y avait pas la place, et je me suis dit, vu l'urgence climatique, il y a vraiment besoin d'accélérer, de donner plus de place au traitement de ces enjeux pour voilà, passer le message, et puis faire comprendre à nos concitoyens l'urgence de changer face au changement climatique qui nous entoure. Et il se trouve que voilà, en cette année 2020, en parallèle, j'ai découvert la fresque du climat.
Donc un atelier, participatif, ludique, qui fait partie de ces ateliers dits d'intelligence, collective. Aujourd'hui, qui est, très connu et qui a un certain succès. À l'époque, c'était, beaucoup moins connu et moi, je l'ai découvert en tant que participant, d'abord comme tout le monde et puis je me suis dit, c'est vraiment un levier d'action, puissant pour aller, sensibiliser, pour, essayer de convaincre autour de moi, d'avoir de l'impact, de s'engager, que ça soit les proches dans un premier temps, famille, amis, collègues. Et je me suis dit, voilà, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas et qui pouvait être, j'aime bien appeler ça, une arme de sensibilisation massive, voilà, pour engager la lutte contre le changement climatique. Donc je me suis dit, voilà, ce que j'essayais de faire en interne et là où je voulais pousser, en me disant qu'à travers mon métier de journaliste, je pouvais sensibiliser, je pouvais informer, je pouvais éveiller des consciences. Je me suis dit que, là, j'avais un moyen d'action de pouvoir le faire, peut-être plus largement, avec plus d'impact, au-delà des médias, si c'était pas toujours possible au vu de l'actualité, d'aller sensibiliser et puis parler au grand public, voilà, salariés, agents de la fonction publique, simples citoyens. OK, ouais, tu t'es dit, «La fresque du climat, c'est un super outil et je veux passer plus de temps sur des outils de ce type-là que sur mon travail»? C'était vraiment en parallèle sur cette année 2020 et j'ai trouvé ça vraiment, très innovant et super pour, donner les clés de compréhension des mécanismes du changement climatique et je me suis dit, «Oui, cet atelier est vraiment, un outil puissant». Je l'ai fait, d'abord dans mon entourage et je me suis dit, voilà, je m'interroge un peu, peut-être que ça, c'est plus puissant pour aller, sensibiliser encore une fois au regard de l'urgence climatique, ce qui me semblait vraiment important à l'époque. Je me suis dit peut-être que les médias ne sont pas, le seul moyen d'y arriver. Mmh. C'est marrant parce que je pense que beaucoup de personnes se disent: «Ah mais il faudrait qu'il y ait plein de sujets écologiques qui passent sur les médias de grande écoute, les médias connus» et toi, en étant dedans, tu avais une vision opposée qui est, en fait, des ateliers de 8 personnes, c'est hyper efficace, quoi. Les médias, ils ont cette force de pouvoir toucher, voilà, une large communauté, enfin, en tout cas, quand je parle des médias grand public, c'est ce qui était mon cas avec une grande chaîne de télévision. Après, voilà, on sait aussi que, déjà le média télévisuel, il est, moins regardé, notamment par la jeune génération, que, les médias, voilà, aussi quand on regarde les études, le baromètre, des instituts de sondage ou de l'ADEME, il y a une certaine défiance envers les médias, donc c'est plus le moyen, peut-être privilégié pour les gens pour s'informer. Et encore une fois, je trouvais que ces ateliers, oui, c'est 8-10 personnes, mais voilà, c'est la philosophie de la fresque du climat. 8-10 personnes, il y en aura peut-être 2 qui vont devenir à leur tour animateurs, animatrices, qui vont essaimer et au final, et ben, cette courbe exponentielle, s'agrandit et aujourd'hui, la fresque du climat, l'objectif, c'était d'aller toucher, sensibiliser, 1 000 000 de personnes. Aujourd'hui, on est à plus d'1,5 million de personnes en France et dans le monde entier. Donc voilà, on est 67 millions de Français, donc évidemment, il y a encore des marges de progression, mais je trouve que c'est vraiment puissant comme outil de sensibilisation massif. Ouais, OK. Donc tu découvres la fresque, tu te rends compte que, pour toi, tu as l'impression d'avoir plus d'impact avec ces ateliers-là qu'avec ton travail et à quel moment est-ce que tu te dis que tu voudrais te réorienter? C'était à ce moment-là, alors moi, ça faisait 10 ans que j'étais, enfin, on va dire 15 ans dans le journalisme et puis 10 ans là dans la même structure. Donc voilà, il y avait aussi, par le rythme de l'actualité, un peu éreintant, il y avait aussi, peut-être une lassitude, de ce que je pouvais faire, en tout cas dans mes fonctions au quotidien. Hem et voilà, je me suis dit, une volonté, aller de me challenger, de me réinventer au niveau professionnel. Le sentiment qu'il y avait, encore une fois, une situation, d'urgence et puis, de voir qu'il y avait autour finalement, moi j'avais voilà, je connaissais bien le journalisme, mais autour il y avait plein d'autres manières d'aller sensibiliser, d'aller conseiller, d'aller accompagner, nos concitoyens sur ces enjeux-là et
voilà, je me suis dit que c'était le bon moment de le faire. Alors, il se trouve, que j'ai eu de la chance puisqu'il y avait un plan de départ volontaire, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Ça, on était, fin 2020. Voilà, c'était aussi la période, on n'est pas complètement sorti du Covid, mais en tout cas, une des conséquences, et j'ai eu cette opportunité. Je me suis dit, «Si je le fais pas maintenant, je vais le regretter». Voilà, ça faisait, plusieurs mois que je me posais des questions. Je me suis dit, comment faire différemment, comment avoir, plus d'impact, avoir le sentiment de trouver plus de sens au travail. Et voilà, il y a eu une conjonction, un alignement de de planètes à ce moment-là. Et tu n'es pas du tout resté dans ton secteur du journalisme, même si, peut-être que ça aurait pu être une possibilité aussi pour toi de dire: «Ben, je vais, faire du journalisme d'impact ou de solutions», mais c'est pas le choix que tu as fait. Pourquoi est-ce que tu as préféré, changer un peu plus radicalement? Alors c'est vrai que cette phase de transition, voilà, je le disais tout à l'heure, elle peut être, vertigineuse. En tout cas, moi, je me suis posé évidemment beaucoup de questions, avant de me lancer, pendant et parfois un petit peu après. Ça, c'est je pense, c'est inévitable et en même temps, c'est une période, d'introspection, qui est très, riche. Alors voilà, j'ai parfois saoulé ma femme avec, un certain nombre de questionnements, mais c'était riche d'avoir ces échanges ensemble avec des amis, journalistes ou pas du tout. En tout cas, voilà, j'avais le sentiment d'être, à un carrefour, d'avoir plein de chemins possibles et de routes qui s'ouvraient, devant moi. J'ai eu le sentiment d'être à, voilà, la croisée des chemins et d'avoir un carrefour avec plusieurs routes devant moi. Alors j'aurais pu continuer dans le journalisme effectivement, aller sur des médias plus spécialisés, des médias, d'impact. J'avais une possibilité, peut-être aller dans le conseil ou travailler en entreprise en service, RSE. J'avais voilà, toute une, possibilité d'action. C'est vrai que les médias, spécialisés à impact, je pense à ce que tout le travail que fait Vert, le média, voilà, ça c'est vraiment un super boulot. Après, moi, j'avais ce questionnement de me dire, voilà, est-ce que tu as plus d'impact dans une, structure plus engagée, mais peut-être plus limitée? Ou est-ce que tu peux, voilà, changer dans une, structure, plus classique, mais où tu passes à l'échelle, tu arrives à sensibiliser plus largement au changement climatique et puis aux solutions? Donc ça, c'est vrai que ça a été un questionnement assez récurrent pour moi. Je crois que, ouais, beaucoup de personnes se disent ça: «Où est-ce que moi, je vais avoir le plus d'impact?» Et c'est pas facile d'y répondre parce que en fait, c'est jamais toi tout seul, où que tu sois, il y a très peu de personnes qui individuellement, changent les choses. Je pense même qu'il y en a aucune, mais on a un peu cette vision individualiste, sans que ce soit, un défaut. C'est juste que je pense qu'on a été élevé un petit peu dans ce genre de culture où, on se dit, «Moi, je vais sauver le monde», alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça, mais ça m'amène à ces questions de, ben, où est-ce que je vais avoir le plus d'impact? Oui, alors c'est vrai que, je pense pas avoir été dans la démarche de me dire, voilà, je vais sauver le monde, mais j'étais plus, tu vois, sur l'image du colibri, Mmh. modestement à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? J'avais essayé de le faire, voilà, dans une chaîne de télé, c'était compliqué pour différentes raisons, dont je parlais précédemment. Je me suis dit: «Aller travailler en RSE, j'en sais rien, chez McDonald's, dans un grand groupe et peut-être changer de l'intérieur». Non, clairement, là, j'aurais eu du mal aussi. Mais voilà, en ayant découvert ce type d'atelier, d'intelligence collective, je me suis dit pour passer à l'échelle, j'avais le sentiment d'être plus utile, voilà, en animant ces ateliers type Fresque du climat, en allant, me reformer pour, pouvoir accompagner, sur du conseil, sur ces enjeux énergie, climat, biodiversité. OK, donc ouais, tes questions, tu y as un peu répondu en essayant des choses quelque part? Déjà, j'ai fait un choix, mais je pense qu'on va en parler après, mais c'était voilà de partir sur une formation, longue, donc sur 6 mois. Encore une fois, j'avais cette opportunité puisque, c'était un cadre d'un plan de départ volontaire. Je pouvais être, rémunéré encore en partie pendant 6 mois, par mon ancien employeur, donc là-dessus, voilà, je sais que c'est pas le cas pour tous les transitionneurs qui s'interrogent. Donc moi, je m'étais dit: «Je repars pour une formation, un peu longue. Je me laisse ces 6 mois pour découvrir plein de choses, pour, m'enrichir et puis,
bien, à l'issue, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie on va dire, d'élargir les horizons. Si j'étais resté dans le journalisme, voilà, je ne sais pas si c'était plus facile, mais en tout cas, c'était pas nécessaire d'aller me reformer. J'aurais pu, voilà, solliciter, élargir mon réseau. Et ta formation, tu l'as choisie comment? Parce qu'il y a plein de formations aujourd'hui sur les sujets environnementaux, RSE, etc. Alors, bah, encore une fois, c'est vrai que ça remonte à 3 ans maintenant, donc peut-être que c'était un peu moins, Mmh. foisonnant. Moi, en fait, j'ai démarré déjà avec, ben, mon job de sens, qui nous a permis d'être là aujourd'hui pour ce podcast aussi. C'est ça, c'est Sophie de Mon Job de Sens qui nous a mis en relation, que je remercie. Et ben, voilà, j'ai suivi un accompagnement, ça a duré 3 mois, donc ça, c'était le 1er niveau, c'était avant que je commence la formation, proprement dite. On a pu, bah, s'interroger sur notre parcours, voir, quel, type de compétences on pouvait, aller, réutiliser, dans un nouveau job et on a suivi, ce qu'on appelle le test, Gallup, qui est le test des talents qui permet d'aller trouver finalement les endroits, les manières de travailler, les compétences là où on est le plus à l'aise et puis après l'idée c'est en fonction de ces talents, naturels et moi, voilà, dans ce test, un des talents qui ressortait, c'était, learner, voilà, quelqu'un qui aime bien apprendre, qui aime bien, être, toujours en veille, voilà, se reformer, être agile. Donc ça, voilà, j'étais pas complètement surpris parce que ça faisait partie de qualités, dont on a besoin quand on est journaliste, d'être en veille, de pouvoir se reformer. En tout cas, ça m'a confirmé que, bah, c'est quelque chose que j'aimais, voilà, me former et puis après, bah, partager, essayer de transmettre, d'aller convaincre, d'aller sensibiliser autour de moi. Donc ça m'a confirmé que, je pouvais me lancer dans une formation, un peu plus longue, encore une fois, parce que j'avais cette opportunité. Donc j'ai repris un master 2 pendant 6 mois, donc master développement durable RSE. C'était en partenariat avec l'université de Haute-Alsace et puis, son antenne, parisienne, le Terra Institute. Il y avait un intérêt, c'est que moi, voilà, j'ai quitté mon entreprise, on est fin 2020 au mois de novembre. J'avais un peu de temps devant moi, mais je pouvais pas non plus attendre la prochaine rentrée universitaire, on va dire, pour démarrer. Et il se trouve qu'il y avait possibilité de démarrer entre 2 semestres, au mois de janvier, enfin au début du deuxième semestre. Donc ça a été un élément pratique qui était assez favorable pour moi. Donc bah, j'ai démarré la formation à ce moment-là. Hem et voilà, 6 mois qui ont été, bah, super riches parce que, j'ai eu voilà, un éventail, de connaissances qui s'ouvrait devant moi, une période, intellectuellement très stimulante. Il se trouve qu'en parallèle, l'autre intérêt de cette formation, c'est que, c'était une formule alternante. Bah, du coup, j'ai dû, trouver une structure, pour mener ma formation en alternance et c'est comme ça que, j'avais choisi cette formation. Étant d'un profil un peu particulier, voilà, j'avais 35 ans, déjà 2 jeunes enfants, donc je me suis dit: «Si je suis une formation, on va dire, classique, très théorique, ça va être plus compliqué à la sortie». Derrière sur le CV, on va me dire: «Oui, mais vous étiez journaliste, voilà, qu'est-ce que vous avez fait d'autre?» Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir une petite expérience de 6 mois en alternance, c'était un plus, là-dessus. Ouais, ça aide à avoir pas que des expériences théoriques, mais aussi pratiques. Et quand tu t'es présenté, voilà, pour trouver une structure pour ton alternance, t'as pas eu ce frein-là justement de qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Vous êtes journaliste. Bah, effectivement, ça pouvait être le cas, j'ai pas passé énormément d'entretiens. En fait, j'ai mon job de sens, sur la partie formation, ils étaient, plus réservés parce que, voilà, on n'est pas obligé forcément de se reformer, en tout cas de manière longue, on va dire, bah, pour trouver plus d'impact. L'idée, c'est aussi de pouvoir, réutiliser les compétences qu'on a déjà et de pouvoir les mettre au service, ben, d'une autre cause ou différemment. Et l'un des enseignements aussi, avec mon job de sens, c'était, la force du réseau et des expériences apprenantes. Et c'est vrai que ça, voilà, même si encore une fois, pour moi, la formation, je ne regrette pas du tout, c'était hyper riche et c'était assez naturel pour moi de le faire, ça me faisait pas peur, on va dire. Mais c'est vrai que l'expérience apprenante et le réseau, sont vraiment aussi des outils puissants
pour avancer dans sa transition. Ouais. Toi, ça t'a aidé dans quel cadre? Moi, je m'étais engagé en parallèle donc sur la fresque du climat après avoir découvert comme participant. Je me suis formé, donc je suis devenu, néo-animateur et puis animateur, un peu plus expérimenté par la suite. Je me suis engagé aussi, comme, référent bénévole, sur l'équipe de Paris. En fait, il y a un réseau, un maillage sur tout le territoire et voilà, il faut des bénévoles pour faire tourner, répondre aux demandes entrantes de l'association. Donc voilà, j'avais du temps à investir, je l'ai fait aussi de cette manière-là. Et puis, à la force du réseau, je suis allé regarder l'annuaire entre guillemets, des anciens qui avaient aussi été accompagnés par mon job de sens. Voilà, c'était il y a 3 ans, donc il y avait un peu moins de monde qu'aujourd'hui. Et au fil des rencontres, j'ai contacté des gens, parfois pour comprendre un peu mieux ce qu'ils faisaient, parfois pour avoir un contact sur une structure qui pouvait m'intéresser. Et d'ailleurs, de manière assez surprenante, les gens sont assez ouverts. Je leur ai envoyé un mail, voilà, je suis en transition, grosse phase de questionnement, est-ce qu'on peut échanger par téléphone une demi-heure? Et moi, chaque fois, voilà, les gens m'ont répondu favorablement. Et puis, au fil des rencontres, j'ai fait une belle rencontre avec quelqu'un qui travaillait chez Sobre Énergie, là où j'ai effectué mon alternance. Elle avait comme titre voilà, directrice de l'engagement, donc ça me questionnait, je me demandais de quoi il s'agissait. J'ai découvert voilà, un cabinet de conseil qui accompagne des entreprises, des collectivités pour aller économiser de l'énergie sur leurs bâtiments, des bâtiments tertiaires, donc bureaux, bâtiments administratifs. Et l'engagement, eh bien, c'était quelque chose que le cabinet voulait développer pour aller engager, mobiliser, sensibiliser les occupants des bâtiments aux économies d'énergie. C'est vrai que je suis arrivé à ce moment-là, c'est un secteur que je connaissais pas du tout, que je découvrais, secteur majeur parce que finalement le bâtiment c'est 44% des consommations énergétiques de la France, ce qui en fait le premier secteur le plus énergivore. Et en arrivant là-bas, voilà, je me suis dit, tiens, il y a tout un secteur où il y a des choses à faire. Il se trouve voilà, l'entreprise voulait développer ça. Moi, ça me permettait aussi dans l'immédiat de réutiliser, pendant que j'étais en formation, déjà certaines compétences, comment aider à faire passer un message avec de l'impact, comment aller sensibiliser, convaincre. Tu veux dire, ouais, c'est des choses que tu avais appris en tant que journaliste? Voilà, c'est ça ce que moi je faisais en tant que journaliste, d'aller synthétiser des informations, d'aller le restituer d'une manière claire, d'une manière qui donne envie d'aller écouter ou regarder le reportage. Là, il y avait besoin de faire ça pour passer le message. Voilà, si on vous dit il faut baisser le chauffage pour faire des économies, point barre, on va avoir du mal à embarquer les gens avec nous si voilà, on trouve des visuels sympas, si on trouve des messages, des manières d'embarquer sans être culpabilisant, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, ça me permettait assez directement de déjà pouvoir être un peu, on va dire, actif et réutiliser ces compétences-là. Et puis en parallèle, ce que moi j'étais en train d'apprendre pendant la formation sur la conduite du changement, c'était hyper utile. Sur ma connaissance de l'atelier fresque du climat, c'était utile aussi, puisque c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, il n'y a pas encore de fresque sur les enjeux de sobriété énergétique autour du bâtiment. Eh bien, moi, je connaissais l'outil, l'entreprise et mes collègues avaient une expertise ingénieur là-dessus. Il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, voilà, c'est encore une fois des circonstances et des bonnes rencontres au bon moment. C'est intéressant la manière dont tu as valorisé tes compétences de ta carrière précédente pour quelque chose où tu dirais sur le papier ça n'a rien à voir. Et ben, en fait, si, on voit l'intérêt de faire le point sur ses talents naturels pour pouvoir les valoriser ailleurs. Moi, j'avais un peu tendance, encore une fois, peut-être parce que voilà, j'avais aussi un peu une lassitude d'avoir fait 10 ans la même chose. Enfin, peut-être au début de vouloir me réinventer complètement une page blanche. Et en fait, ça, je pense que voilà, ça peut être une erreur d'éviter de vouloir tirer un trait sur le passé. Déjà, c'est quand même très difficile voilà, de repartir complètement de zéro quand on a déjà une carrière avant.
c'est pas le plus judicieux non plus. Donc, finalement, voilà, si je restais pas dans le journalisme, je pouvais, réutiliser certaines compétences, pour aller, ben, convaincre, sensibiliser. Et du coup, aujourd'hui, ça ressemble à quoi exactement ton travail? Voilà, je, travaille sur, accompagner, conseiller, sensibiliser aux économies d'énergie. L'idée, ça va être, ben, de pouvoir accompagner, des collectivités ou des entreprises. Donc ça veut dire, à travers eux, ben, les occupants des bâtiments tertiaires, ceux qui travaillent dans les bureaux, ceux qui travaillent dans les mairies, dans, les bâtiments administratifs. Comment on va les, aider à structurer une démarche de sobriété énergétique? Ça veut dire, eh bien, aller, les informer sur, les enjeux, le cadre réglementaire. Ça va être, bah, mobiliser, le maximum de monde dans la démarche pour, réaliser des économies d'énergie. On sait que l'une des clés, c'est de pouvoir, avoir un message qui soit récurrent. Il y a différents outils pour ça, mais on peut les accompagner, par, bah, un atelier, d'intelligence collective type, fresque de la sobriété énergétique. Heu, voilà, ça a son effet, mais c'est comme les résolutions, du début d'année. Ce que je dis à chaque fois, c'est que, voilà, on sait très bien qu'au bout de quelques mois, ça s'émousse, même si on part avec plein de bonnes intentions. Il faut arriver à repasser le message de manière récurrente. Donc, en plus de l'atelier, eh bien, nous, on a des moyens de sensibiliser par, voilà, des affiches. On essaye d'avoir des affiches un peu ludiques et décalées. On a détourné, pour un groupe hospitalier, des affiches de cinéma. Voilà, par exemple, le film E.T., c'était une main qui essayait d'atteindre l'interrupteur et de sensibiliser à l'éclairage. On avait, pour quelques poignées de degrés, une affiche de western, un peu détournée autour des enjeux sur la climatisation et rappeler la bonne consigne de température. Donc ça passe par cet atelier, par les affiches, parfois par des concours d'économie d'énergie entre bâtiments ou entre parties de bâtiments. Ça, on sait que c'est un levier, le challenge, la compétition qui peut mobiliser certains qui sont peut-être plus réfractaires au départ. Donc voilà, moi, mes missions, c'est d'accompagner, comme ça sur ces économies d'énergie. Et puis, ben, voilà, comme j'ai un peu le côté slasher, j'aime bien, multiplier les expériences. En parallèle de ça et de ce travail sur ce secteur, je continue à animer, des ateliers type, fresque du climat, d'automne, peut-être un peu complémentaire avec ça. Je le disais, j'aime bien, voilà, transmettre, former. Je le faisais déjà pour des étudiants en journalisme, avant, et là je continue donc, pour, master en développement durable, et puis, aussi des formations ou des fresques du climat d'ailleurs dans le secteur des médias. Ah, finalement, tu y es un peu revenu quand même. Voilà, je me dis que, bah, j'ai encore des connaissances évidemment dans ce milieu-là. Ma femme est journaliste, d'ailleurs. Voilà, c'est ma petite contribution, le colibri aussi. Ouais, et on voit que tu continues d'utiliser du coup ton réseau. Ça s'est pas arrêté juste à la recherche de job. La force du réseau, tout à fait. Il s'est bien élargi, mais le réseau journaliste et le réseau, impact, fresque du climat, ça a été. Ouais. Et comment tu t'organises d'ailleurs entre, enfin avec ton activité de slasher du coup, vu que tu as et ton travail et ces ateliers, mais enfin voilà, on sait que c'est des ateliers qui prennent du temps à animer, enfin une fresque du climat c'est 3 heures. Donc voilà, comment tu t'organises pour avoir ces 2 activités parallèles? Bah, c'est vrai que, c'est pas toujours évident, voilà, les je n'invente rien, mais les journées faisant 24 heures, il faut prioriser. En fait, j'ai eu tendance à, et ça, c'est peut-être aussi un conseil à donner, mais voilà, à m'investir, à fond, parce que quand j'étais vraiment dans la transition, on est plein de bonne volonté. Donc, j'avais la formation, j'avais, le bénévolat pour l'association Fresques du climat. Hem, Après, une fois que j'ai fini la formation, bah, voilà, quand j'avais un, entre guillemets, de nouveau un job à plein temps, là, c'est plus compliqué. Donc j'ai un peu, levé le pied. En tout cas, là, on a passé la main à l'équipe des référents bénévoles sur Paris. Donc je continue à animer, mais plus ponctuellement. Bah, c'est en soirée, voilà, du 19h 22h. Donc, j'enchaîne. Finalement, j'ai presque, bon, tous les parents connaissent ça, mais voilà, le matin, ça commence un peu tôt avec les enfants. On a une première journée. Après, la journée, bah, professionnelle.
Et puis, voilà, j'enchaîne avec un atelier. Alors, parfois, c'est fatigant, mais franchement, c'est vrai qu'après chaque atelier, même à 22h30, et du coup, je trouve que, voilà, ça redonne plein d'énergie, donc ça a plutôt tendance à me rebooster, même si, tu vois, on est un jeudi soir, la semaine est peut-être un peu longue. Donc, ouais, ça fait toujours une petite, piqûre de rappel, salvatrice. Donc c'est essentiellement, ouais, soir ou le week-end, voilà, alors c'est vrai que le week-end, j'essaie aussi de garder du temps pour, Ouais. la famille et les enfants. Bah, autant avant, voilà, j'avais vraiment plus une frontière, vie professionnelle et vie personnelle sur ce que je pouvais faire à côté. Là, bah, c'est un peu l'idéal si on a le sentiment d'avoir de l'impact, du sens dans ce qu'on fait, voilà, je pense que la volonté et l'envie, prennent le dessus sur la potentielle fatigue, donc Avant qu'on termine cet entretien, je m'étais dit que comme tu voilà, maintenant tu t'étais spécialisée sur la sobriété énergétique dans les bâtiments, tu aurais peut-être quelques conseils à donner aux auditeurs? Je suppose que la plupart, de personnes qui nous écoutent travaillent dans des bureaux ou en tout cas dans des bâtiments qui, utilisent de l'énergie. Donc, voilà, est-ce que tu as des conseils à nous donner là-dessus sur, les trucs les plus importants à faire dans le bâtiment? ouais, évidemment, c'est l'occasion de passer ces messages-là aussi. Bah, il y a une évidence déjà, mais ça va mieux en le disant, c'est que finalement l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Aujourd'hui, on sait que, sur notre planète, on surexploite les ressources, donc finalement, on est en quelque sorte, à l'heure de l'ébriété énergétique, si on prend le parallèle avec l'alcool. Face à ça, moi, j'aime bien rappeler et montrer que la sobriété énergétique, elle peut être, désirable. D'ailleurs, c'est amusant parce que pendant longtemps, voilà, on nous disait: «Oui, mais la sobriété énergétique, sobriété, c'est, de la privation, c'est lié à l'austérité». Enfin, on pense à, Ouais, voilà, c'est une contrainte. quelqu'un qui ne peut plus boire, d'alcool, voilà, le côté contrainte. Et en fait, bah, si on regarde d'ailleurs la définition, étymologique, c'est plutôt juste une bonne tempérance, une modération, trouver le juste besoin. Donc oui, sur les bâtiments, on a besoin de se chauffer en hiver, on ne pourra pas s'en passer, mais voilà, à 19-20 degrés, eh bien, c'est mieux que 23 degrés et ça a un impact. On a besoin d'équipements électriques dans son bâtiment, mais si on pense bien à les éteindre et puis surtout à les débrancher pour éviter ce qu'on appelle la veille cachée, là aussi, ça a un impact. L'ADEME avait mesuré, mais au-delà de l'impact énergétique, c'est aussi, à l'échelle d'un foyer français moyen, autour de 2 à 300 euros d'économie sur une année. Donc voilà, ça veut dire que bien penser à débrancher ses équipements électriques, télé, ordinateur, box, si on n'est pas là. Un des enjeux qui prend de l'ampleur, c'est la climatisation l'été. Là-dessus, il existe des moyens naturels d'aller rafraîchir un bâtiment en faisant ce qu'on appelle le free cooling, donc pouvoir ventiler tôt le matin en utilisant des store-ban, voilà, aux heures les plus chaudes de la journée. Les stores, c'est pour, cacher les rayonnements du soleil, c'est ça? Voilà, c'est ça, les stores intérieurs pour aller limiter l'apport de chaleur du soleil. Donc jouer sur le chauffage, jouer sur les équipements électriques, sur l'éclairage, sur la climatisation. Tout ça, c'est des gestes, à portée de main, j'ai envie de dire, mais qui ont un vrai impact. C'est ce que j'allais te demander, ouais, est-ce que tu as des chiffres sur, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est ça, les actions comportementales, ce qu'on appelle les éco-gestes, bah, c'est déjà en moyenne 10 à 15 d'économie d'énergie, et ça, c'est des économies d'énergie qu'on peut aller réaliser, bah, chez soi à la maison. Donc là, tout le monde est concerné, chez soi au bureau, espace de coworking, si on est sur des nouveaux modes d'organisation de travail. Évidemment, pour aller au-delà et atteindre les enjeux et plus de 50% d'énergie, il faudra passer par des travaux, gros enjeux de rénovation thermique, parce qu'on sait qu'on a un parc très vieillissant de bâtiments en France. Mais voilà, si on s'y met tous ensemble, bah déjà 15%. Bah, ouais, ouais, c'était l'objectif de sobriété énergétique du pays l'année dernière, 10 je crois, donc il y a des choses à faire et que c'est utile. Merci beaucoup pour tous ces conseils et puis pour nous avoir parlé de ton parcours, voilà, qui est intéressant, qui est motivant quand on se dit: «Est-ce que je peux changer de secteur? Comment je me réoriente?»
très intéressant et inspirant d'avoir ton retour d'expérience. Bah, merci, à toi Cassandre pour l'invitation et puis voilà, espérons que les conseils pourront, inspirer, les transitionneurs qui t'écoutent. Voilà, s'il fallait retenir, je pense, l'intérêt de l'expérience, apprenante et puis la force du réseau, ça c'est vraiment je pense, 2 clés, quand on est dans cette phase, parfois tourmentée mais très riche de transition. Merci beaucoup. Aymeric vient de rappeler en fin d'épisode 2 conseils essentiels pour réussir sa transition professionnelle écolo. Les expériences apprenantes et la force du réseau. Mais il a aussi mis le doigt sur des choses intéressantes. Comment avoir le meilleur impact possible pour tirer la transition écologique vers le haut, à son échelle, tel le colibri qui fait sa part. Aymeric mélange finalement le pro et le perso. Tout a le même objectif pour lui désormais. Aller vers la sobriété énergétique et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça lui procure un alignement et lui donne beaucoup d'énergie. En parlant d'énergie, attention cependant à ne pas se cramer quand on multiplie les engagements professionnels et personnels. Même si moi-même j'y passe une part de mon temps significative entre mon temps de travail salarié dans la mobilité durable, ce podcast et d'autres engagements bénévoles, je surveille le temps que j'y passe et je veille à conserver des temps de loisirs, de vie familiale et amicale. Je trouve que c'est important de penser à d'autres choses que l'impact écolo qu'on a, de souffler un coup et faire redescendre la pression qu'on peut parfois se mettre. Vous l'avez probablement remarqué, j'ai pris l'habitude de vous délivrer 3 conseils en fin d'épisode, à 3 niveaux différents, individuel, collectif et global dans l'entreprise, sur le thème de l'épisode pour passer à l'action. Et vu le thème d'aujourd'hui, sur la bifurcation professionnelle, c'était plus difficile parce que c'est très personnel. J'aurais pu prendre le thème de la sobriété énergétique, mais finalement, ce qui revenait de manière importante dans cet épisode, c'est faire des choses qui ont de l'impact. Donc pour répondre à cette question, déjà, il faudrait définir ce qu'on entend par impact. Vous pouvez retrouver l'épisode 66, comment avoir le plus d'impact écologique possible au travail pour vous y aider. Et puis à partir de nos échanges avec Aymeric, voici les 3 conseils que j'en ai sortis pour avoir de l'impact écologique. Alors niveau 1 à l'échelle individuelle, d'habitude c'est le conseil le plus simple, mais exceptionnellement aujourd'hui c'est le plus difficile. Mais bon, à votre échelle, vous pouvez vous questionner sur l'alignement entre votre métier, votre carrière et l'impact que vous voulez avoir pour l'écologie. Donc sur une échelle de 1 à 10, à quel point les actions écolo au boulot que vous menez au travail sont-elles alignées à l'impact que vous voulez avoir ? Si vous êtes à moins de 5 et que ça vous gêne, commencez par interroger votre réseau et développer de nouvelles expériences, à travers le bénévolat par exemple, pour élargir vos horizons professionnels. Niveau 2, collectivement, entre collègues ou auprès de partenaires, Aymeric, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ses nouvelles compétences d'animateur de fresques et d'ateliers d'automne pour sensibiliser son réseau d'anciens collègues journalistes. C'est l'avantage de ne pas avoir tiré un trait définitif sur sa vie d'avant. Vous aussi, vous pouvez trouver des manières d'agir en lien avec votre réseau professionnel, que ce soit vos collègues actuels ou passés. Et enfin, niveau 3, au niveau de toute l'entreprise, encouragez les changements comportementaux pour économiser ces fameux 10 à 15% d'énergie dans le bâtiment. Faites-le de manière ludique, avec les bons messages comme le propose Aymeric. Et si besoin, faites les travaux de rénovation énergétique nécessaires pour aller encore plus loin dans les économies d'énergie. Aymeric parlait de 50%. C'est tout pour cet épisode, merci beaucoup pour votre écoute. Alors le podcast se met en pause pour le reste du mois d'avril et on se retrouve en mai pour une nouvelle saison. Ça me laisse le temps de travailler sur d'autres choses que les épisodes, notamment un nouvel e-book gratuit pour vous accompagner au-delà des idées écolo au boulot et passer à l'action concrètement. Je vous en reparle donc très vite. Entre-temps, vous trouverez sur cette chaîne des rediffusions d'épisodes plus anciens à redécouvrir. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!